Le procès de Poutine. Une fiction d'Amnesty International. Épisode 2. Il commence les auditions des enfants aujourd'hui. J'ai déjà de quoi faire 6000 signes, mais je préfère attendre le début des témoignages des gosses pour t'envoyer le deuxième article. Si vous voulez absolument le sortir mercredi, je peux te pondre une V1 pour ce soir. Plutôt pour cette nuit en fait, hein. Mais ça vaut le coup d'attendre. Je pense que les témoignages de cette semaine vont être forts. À toi de me dire. Bonne journée et oublie pas de penser à moi. Je pars en apnée pour 8 heures dans une odeur de moquette neuve avec Poutine en mode statue de bronze, un avocat en roue libre et un ordinateur portable pour seul compagnon. Ma chérie, c'est moi. J'espère que ton contrôle va bien se passer. Tu sais, je t'avais parlé des enfants ukrainiens. Et je vais en voir un qui va raconter son histoire. Il avait presque le même âge que toi quand il a été kidnappé. Ça me fait bizarre. Attends une seconde. Merde, est-ce que j'ai foutu mon page ? Ah, voilà, tenez. Merci. C'est bête, hein. Je sais pas pourquoi je te laisse ce vocal. Bon, je pense à toi. Bon courage pour ton contrôle. Je t'aime. Merci. L'audition des témoins d'aujourd'hui, qui sont encore des enfants, ouvre une nouvelle page de ce procès. Je vous demanderai donc de respecter les règles de bienséance de ce tribunal et d'être courtois avec les témoins. J'appelle à la barre Anatoly Isayenko. Pouvez-vous décliner votre état civil devant la cour ? Je m'appelle Anatoly Isayenko. Je suis né le 26 mai 2014 à Mariupol. Maître, c'est à vous. Bonjour Anatoly. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu la guerre et quel a été le rôle de ta mère dans le conflit ? J'avais 8 ans quand les bombes ont commencé à tomber. Mon père a été tué le 2e jour. Ma mère était infirmière à la maternité de Mariupol. J'étais gardé chez une nounou. Ma mère a été envoyée à l'usine Azovstal en avril car il y avait beaucoup de blessés. C'est une Assyrie où les soldats se sont réfugiés dans le sous-sol. Il y avait des bombardements tous les jours. Et comme on n'avait plus de nourriture et que ma mère avait peur que notre immeuble soit touché, elle m'a emmené avec elle à Azovstal. Je l'aidais à prendre soin des blessés. On était cachés sous terre, assiégés par l'armée russe. Tout le monde avait peur. Je pensais souvent qu'on allait mourir là, sous terre. Mais en mai, on a été évacués de l'usine avec d'autres civils dans une opération de l'ONU. Que t'est-il arrivé ensuite ? En sortant, des militaires russes ont reconnu ma mère parce qu'ils l'avaient vue à l'hôpital. Et ils l'ont arrêtée parce qu'elle avait soigné des soldats ukrainiens. Ils m'ont emmené dans un camp avec des tentes bleues. À Mariupol ? Oui. Et qu'as-tu vu dans ce camp ? Il y avait d'autres enfants, des plus petits que moi, jusqu'à 2 ans je dirais, et des plus grands aussi, jusqu'à 17 ans. Certains pleuraient, d'autres étaient calmes. Mais il y avait des infirmières qui s'occupaient de nous. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose ? À qui as-tu parlé ? J'ai parlé à un militaire qui m'a pris en photo. Il a pris mes empreintes digitales et il a noté mon nom. Ensuite, il m'a mis dans une espèce de tente, dans la tente. J'ai attendu avec d'autres enfants et 2 soldats sont venus. Ils m'ont dit qu'ils m'emmenaient en vacances et ils m'ont fait monter dans un bus avec d'autres enfants. Beaucoup d'entre nous pleuraient. Où le bus vous a-t-il emmené ? Dans un centre de soins. Près de la forêt de Khimki, au nord de Moscou. Madame la procureure. Ce sont les centres que nous avons cartographiés lors des dernières semaines. Des sanatoriums, des colonies de vacances ou des orphelinats réaffectés à l'accueil des enfants ukrainiens. Des témoignages comme celui d'Anatoly, nous en avons collecté des milliers depuis les villes bombardées par l'armée russe. Vladimir Poutine ne nie pas l'existence de ces centres d'accueil. Au contraire, les autorités russes les ont montrés sous toutes les coutures, sur les réseaux sociaux et dans les journaux télévisés. Grâce à ces centres, des enfants ont été sauvés du conflit, alors que l'armée ukrainienne voulait les enrôler dans leur bataille. S'il vous plaît, poursuivez, maître.
Anatolie, qui étaient les autres enfants emmenés avec toi dans le centre? Est-ce qu'ils avaient des parents? Pas tous, mais la majorité, oui. Il y avait 2 sœurs, par exemple, des grandes, Victoria et Svitlania, qui étaient présentées comme des orphelines, alors que leurs parents habitaient à Berdiansk. Il y avait un enfant de mon âge aussi, Volodia, c'est devenu mon ami. Les gens du centre disaient que c'était un enfant placé alors que son père était vivant. Il était instituteur à Donetsk. Une fois arrivé dans le centre, que s'est-il passé pour toi? J'ai été interrogé par des soldats. On était 97 dans le centre. On a tous été interrogés par des militaires pendant très longtemps. Ça a duré plus de 10 heures. Ils nous disaient que notre pays nous avait abandonnés et qu'il n'y avait plus rien pour nous là-bas. Après, ils ont confisqué tous les téléphones et ils nous ont dit que nos parents nous avaient abandonnés. Est-ce que tu as pu joindre ta mère au cours de ce séjour? Non, mais un jour, elle a réussi à téléphoner au directeur du camp. Mais ils m'ont pas dit. Le directeur a répondu à ma mère qu'elle ne me reverrait certainement jamais. Je l'ai su parce qu'elle me l'a dit après quand je l'ai retrouvée. Je rappelle que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 a défini des règles pour le traitement des enfants éloignés de leur famille en période de conflit. Elle garantit le droit des proches à rester en contact, prévoit l'identification des enfants séparés et exige que toute évacuation temporaire vers un pays neutre soit réalisée avec l'autorisation des parents. Anatolie, comment était ta chambre? J'étais avec 5 garçons, entre 8 et 12 ans. Avec Volodia, on était les plus petits. On avait des lits superposés. À quoi pensais-tu? Je pensais beaucoup à ma mère au début, et puis après à mon père, parce qu'il avait été tué par les bombardements. Je pleurais souvent. Je pleurais de tristesse, mais aussi de rage. Je pensais que j'allais tuer des Russes. Je pensais aussi aux garçons qui pleuraient à côté de moi. En dehors de l'absence de ta famille, qu'est-ce que tu as le plus mal vécu? Les enseignements. Chaque matin, on devait se mettre en rang et ils nous obligeaient à chanter l'hymne de la Fédération de Russie. Ils arrachaient tous les symboles ukrainiens affichés sur les murs des chambres. Ils nous disaient tous les jours que l'Ukraine était un pays qui tue les enfants et qu'on devait l'oublier. Des militaires russes et des gens du FSB venaient souvent nous donner des leçons. Ils nous ont appris à manier des armes et à tirer. Ils distribuaient aussi des rubans de Saint-Georges pour qu'on les porte sur nous. Regardez ceci. C'est un ruban rayé orange et noir qui symbolise le patriotisme russe. À l'origine, il symbolisait la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Mais Vladimir Poutine en a fait un emblème de la nationalité russe. Oui, il disait qu'on était russes. Combien de temps es-tu resté dans le centre, Anatolie? Un peu plus de 6 mois. Et que s'est-il passé après ton séjour au centre? J'ai été placé dans une famille d'accueil, avec un autre enfant du centre, Artyom. Ils avaient déjà 4 autres enfants que je connaissais pas. 2 Russes et 2 Ukrainiens. Combien de temps es-tu resté au sein de cette famille? 5 mois. Et puis ma grand-mère est venue me chercher. J'ai une question pour Anatolie. Allez-y. As-tu manqué de quoi manger dans ta famille d'accueil? As-tu raté un repas? Non. As-tu été frappé ou malmené physiquement? Non, ils étaient gentils, mais ils ne parlaient que russe. Moi je voulais rentrer. Ces enfants sont-ils maltraités? Non! Ils sont nourris, logés, reçoivent des vêtements et regardent des films. Puis ils sont entourés par des familles dévouées. Ils sont aimés! Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est une stratégie de désukrainisation et de russification. Et pour votre gouverne, enlever quelqu'un contre sa volonté, c'est de la maltraitance. Allô? Attends. Non, ça sera pas fini. Et ils en sont encore au premier témoignage. Aucune idée. Ok. Je peux faire un direct ce soir au pire. D'accord. Bye. Un processus en 3 étapes.
Première étape, la déportation, via les camps de filtration que nous avons déjà évoqués. 3 catégories d'enfants sont concernées. Ceux que les Russes ont pris dans les orphelinats ukrainiens. Des orphelins, des enfants qui ont encore de la famille et sont placés en foyer car les parents n'ont pas les moyens de les entretenir, ou des enfants en situation de handicap. Ensuite, ceux qui étaient avec leur famille dans des zones bombardées par la Russie, à qui les Russes ont proposé de se rendre en colonie de vacances. Enfin, les enfants séparés de leur famille au hasard de la guerre, dont les parents ont été tués, hospitalisés ou arrêtés. Deuxième étape, l'endoctrinement dans des centres de rééducation comme ceux que nous a décrits Anatoly. Troisième étape, l'intégration à la société russe via un placement en famille d'accueil ou une adoption. Anatoly, peux-tu nous raconter ce qui est arrivé à ta mère? Oui. Quand ma grand-mère est venue me chercher, elle m'a raconté ce que ma mère a vécu. Elle a été emprisonnée injustement avec une quinzaine de personnes dans une petite cellule prévue pour 5. Elle a été frappée et on lui donnait de la nourriture moisie. Puis elle a été emmenée en voiture, puis en avion, avec les yeux bandés, et ensuite en bus. Elle a été échangée contre des prisonniers russes. C'est une association qui l'a aidé à me retrouver. L'ONG Magnolia a réussi à localiser Anatoly. Sa mère étant dans l'impossibilité de retourner en zone occupée, c'est sa grand-mère qui est venue le réclamer. Elle a dû s'engager à rester en Russie. C'était la condition pour récupérer son petit-fils. Un avocat mandaté par l'association l'a aidé à obtenir les documents nécessaires. Cette ONG a reçu plus de 3000 demandes d'assistance pour des disparitions d'enfants. Anatoly, comment s'est passé ton retour en Ukraine? C'était long. On a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. On est passé par la Turquie et la Pologne en avion. Ensuite, on a pris le train et puis le bus. Voilà! La Russie rend ses enfants dès que leur famille vient les récupérer avec les documents qui prouvent leur filiation. Je n'ai plus de questions à poser. Anatoly, merci pour ce témoignage. La Cour va désormais accueillir un autre témoin présenté par l'accusation. Pouvez-vous décliner votre identité à la Cour? Je m'appelle Pavlo Kosenko. Je suis né en 1982 à Kharkiv. Je suis le père d'une fille, Oksana Kosenko. Elle est née en 2017 à Kozakalopan. Merci, monsieur Kosenko. Quelle est votre profession? Je suis mécanicien dans un atelier de réparation automobile à Kharkiv. Pouvez-vous nous raconter ce qui est arrivé à votre fille? Avec ma femme, on a envoyé Oksana dans une colonie de vacances en Russie, en 2022, avec d'autres enfants. La mairie nous a dit que les enfants seraient ensemble et protégés des bombes. Quel âge avait-elle? Elle avait 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Vous pouviez très bien garder votre fille à vos côtés. C'est la mairie qui nous a incité à le faire. La directrice de l'école faisait aussi du porte-à-porte chez les familles. Elle nous appelait au téléphone pour nous convaincre. Tous les amis de ma fille y allaient, alors elle voulait y aller aussi. Combien de temps devait durer ce séjour de vacances? 2 semaines. Mais ma fille n'est jamais revenue, elle a disparu. Et comment avez-vous appris que le séjour d'Oksana se prolongeait? On entendait déjà des rumeurs au bout de la première semaine. C'est des officiers russes qui nous l'ont dit, quand on est allé demander des comptes à la mairie. Quand j'ai appelé la responsable de la colonie, elle faisait semblant de ne pas connaître mon identité. Elle m'a d'abord rassuré en me disant que les enfants s'entendaient tellement bien entre eux qu'ils souhaitaient prolonger ces moments de partage encore une semaine. Puis une autre fois, elle m'a raconté que le chauffeur du bus censé les ramener avait pas pu prendre la route parce qu'il était malade. Et elle a fini par me dire qu'ici ma fille était en sécurité et que sans document je pourrais jamais prouver que j'étais son père. Alors j'ai compris que je la reverrais jamais. J'ai remué ciel et terre, j'ai contacté des associations, mais on n'a pas pu retrouver sa trace. Et puis j'ai vu Oksana, 1 an et demi plus tard, à la télévision, dans un reportage sur les enfants de la guerre. Je savais pas où elle était,
Mais c'était elle à l'image. Elle était avec une dame qui souriait dans une famille. Ils avaient changé son nom. Ils disaient qu'elle s'appelait Yelena. Ils disaient que c'était une orpheline de la guerre et qu'elle avait été adoptée. C'est impossible de savoir où elle est aujourd'hui. Quand vous pensez à votre fille, quelle est votre plus grande peur? Qu'elle ait aucun souvenir de moi. Chaque matin, je me réveille en regardant le ciel et je prie pour qu'elle pense à sa mère et moi. J'espère qu'elle m'entend. Excusez-moi. Bien, merci. La séance est levée pour aujourd'hui. Nous poursuivrons les témoignages demain. L'accusation présentera une orpheline de guerre passée par l'adoption. Ce procès s'apparente plus à une mascarade qu'à un jugement équitable. Nous n'entendons que des témoignages d'enfants effrayés par la guerre, qui n'ont pas forcément tout compris de ce qu'ils vivaient, et de personnes hostiles à la Russie, qui n'ont vu qu'une partie de l'histoire. Nous avons un enfant du Donbass passé par un centre d'accueil à présenter. Il est devenu militaire. Nous avons aussi une haute fonctionnaire, qui est un témoin clé, car elle a tout vu, elle. Quand pourrions-nous entendre leur version ? À suivre. Dans le prochain épisode... Vous savez, les enfants sont les premières victimes de l'armée ukrainienne. L'armée qui les enrôle et les utilise parfois contre leur gré. Amnesty International lutte contre l'impunité. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur amnesty.fr. Si tu as aimé ce podcast, mets-nous des étoiles, des commentaires et abonne-toi à la chaîne We Made It.